Alors bonjour à toutes et à tous. Le thème de cette table ronde, c'est construire un imaginaire collectif en vue de se projeter vers un futur souhaitable. Est-ce que ce thème vous parle? Vous pouvez lever la main. Ça a l'air intéressant. Cool. Oui, mais comment ça leur parle? Attendez, je prends. Excusez-moi. Ça vous parle parce qu'en fait, c'est intéressant, mais vous ne savez pas de quoi du tout on va parler, et donc vous êtes curieux, ou vous avez déjà des idées arrêtées? Idées arrêtées sur ce qu'on vient de dire. Arrêtez, Ça veut dire que vous avez des bonnes idées, que vous savez de quoi on va parler d'avance. OK, et donc les autres, c'était en fait, ça me semble un peu bizarre, mais ça me semble super intéressant, donc je suis content d'être là. C'est mon côté sociologue, là. Ouais, voilà, je comprends les réponses. Désolé. Alors, on constate que le climato-scepticisme diminue, et pour autant, on constate aussi que c'est quand même compliqué d'agir. C'est pas parce qu'on est au courant qu'on agit forcément. Donc il y a un nouveau défi qui s'ouvre à nous, c'est comment rendre désirable un monde bas carbone en vue d'inciter à des changements de comportement. Et pour cela, construire un imaginaire commun qui va dans ce sens, ça semble être une bonne idée, et on va en parler aujourd'hui avec mes trois intervenants et intervenantes. Valérie, pour commencer, tu es journaliste, auteure, réalisatrice de films engagés dans la transition, notamment Objectif 2050. Est-ce que tu veux dire un mot supplémentaire? Alors justement, j'ai assisté à la conférence juste avant où le mot transition avait l'air d'être un peu banni. Donc pour moi, je dirais juste de nouveaux récits. Je suis surtout spécialisée dans les nouveaux récits. Mais on en parlera. Et Objectif 2050, ça fait déjà 5 ans. Il s'est passé plein de choses depuis. Ça marche. Je vais enchaîner avec Morgane Baudin. Bienvenue. Tu es consultante formatrice au sein d'une société que tu as fondée qui s'appelle Pixétique, si je le prononce bien. Et tu es également productrice de nouveaux récits pour Calista Film. Est-ce que tu veux compléter? Non, mais c'est vrai que bonne question de définition, et on pourra, nouveau récit, en fait, on se rend compte que ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, enfin, en fonction de à qui on demande. Du coup, ce serait intéressant de dire de quoi on parle quand on parle de nouveau récit. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on a beaucoup débattu de cette question toutes les deux, donc c'est super idée. Et pour finir, Stéphane Labranche, chercheur, sociologue du climat et coordonnateur scientifique du GIECO. Alors le GIECO, c'est le GIEC pour les comportements humains. C'est l'équivalent du GIEC pour les comportements humains. Est-ce que tu veux préciser? En fait, ce qu'on essaye de comprendre, ce sont les moteurs et les freins au changement, mais aussi au statu quo. Parce que ne pas bouger, c'est aussi un effort. Ne pas bouger, il y a aussi des facteurs qui contribuent à on ne bouge pas. On essaie de comprendre, en fait, les problèmes infrastructurels, les enjeux, etc., mais aussi ce qui se passe entre nos deux oreilles. Donc, entre nos deux oreilles, donc ça renvoie à l'imaginaire, ce qui est la thématique d'aujourd'hui. Merci. Et je suis Alexis Klein, votre modérateur du jour. Je suis référent et formateur pour l'association La Fresque du Climat, que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître, j'imagine, dans la salle. Et je suis également fondateur de la Fresque des Nouveaux Récits, qui est un des nombreux dérivés de la Fresque du Climat, qui porte sur l'impact des récits dans la société. On étudie également les freins au changement, les leviers psychologiques, sociologiques, qui font qu'on agit ou on n'agit pas. Voilà. On va démarrer les questions, si ça vous va. On va démarrer par une question sur le vocabulaire. Alors la question que je vais vous poser à tous les trois, c'est comment utiliser le vocabulaire commun, pour s'engager dans cette transition-là. Quel est le pouvoir des mots qu'on utilise? Est-ce qu'on doit encore utiliser des mots couramment utilisés comme développement durable, croissance verte, décroissance, tous des mots qu'on entend régulièrement? Quelle est la puissance de ces mots-là? Est-ce qu'on doit continuer à les utiliser ou alors utiliser un autre vocabulaire pour s'engager dans la transition? Alors, votre avis sur le vocabulaire, la puissance du langage? On peut commencer avec toi, Valérie. Je pense que la réponse est un petit peu déjà dans la question. En ce qui me concerne, je ressens qu'il va de soi que les mots ayant une vibration, il est souhaitable de changer complètement la syntaxe. En fait. Et d'ailleurs, c'est avec nos mots qu'on crée la réalité. Au début était le verbe, et le verbe s'est fait chair.
Ça a quand même le mérite d'être clair, quoi. Et donc, du coup, effectivement, donc, comme disait Morgane, c'est quoi déjà un nouveau récit? Donc, on n'y répond pas tout de suite, histoire de laisser un petit peu de suspense. Mais effectivement, déjà, l'expression développement durable, pour moi, c'est un gros carton rouge. Pour les décroissants, c'est un oxymore parce que, en fait, le développement ne peut pas être durable par définition. Et puis pour d'autres, finalement, le développement devrait forcément être durable, en fait. Donc ça pourrait être un pléonasme. Comment ça se fait qu'on doit préciser que le développement doit être durable? Enfin bref, donc du coup c'est une expression désuète, galvaudéon, il y a mis plein de choses dedans. Pareil pour le mot décroissance. Le mot décroissance, ça fait pas envie. Ça va à l'encontre du fonctionnement du vivant, puisqu'on sent qu'il y a une contraction. Ça fait pas rêver la décroissance. Et en plus, ça fait référence au système que l'on quitte. Donc, rien d'un point de vue de physique quantique, en fait, finalement, ça fait durer cette réalité, quoi. Du coup, effectivement, autant voir à travers les imaginaires comment on peut inventer de nouveaux mondes, de nouveaux mots, et façonner une toute autre réalité. Merci. Morgane. Oui, je travaille en fait spécifiquement dans l'audiovisuel et notamment dans la fiction. Du coup, nous, notre question, ça va être quels sont les imaginaires qu'on va construire derrière les mots. Et ce matin, dans la conférence avec les organisations syndicales, quelqu'un parlait du mot liberté, qui aujourd'hui, la liberté, l'automobile l'utilise et dit la voiture c'est la liberté. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, on peut très bien dire non, pas du tout, on est contraint si on tombe en panne d'essence, si on est contraint par la technique, si on ne sait pas la réparer. Donc en fait, non, c'est pas forcément la liberté. Et du coup, la question, ce qu'on essaie de faire nous dans l'audiovisuel, c'est de se dire alors qu'est-ce qu'on va créer comme imaginaire, par exemple derrière le mot cool. Qu'est-ce qui est cool finalement? Et je regarde la saison 3 de Sex Education en ce moment. Je sais pas, qui a vu la série? Non. Ça va. Et je trouve ils ont cette capacité justement à, pas forcément les mots, mais à rendre des idées cool, qui ne sont pas forcément cool dans la vraie vie. Par exemple, dans la première saison, je sais pas si vous vous souvenez, il y a des personnages il y a quelqu'un qui veut faire une fête le jeudi soir, et il y a les gens les plus cool de l'école qui disent mais on fait pas la fête le jeudi soir, il y a l'école le lendemain, c'est quoi cette idée, quoi. Et je trouvais ça très fort qu'ils arrivent à inverser comme ça cette idée de fête le samedi soir, non, en fait c'est pas cool, voilà. Et donc je trouve que il y a la question de quels imaginaires on crée derrière tous ces mots-là, et comment on le rend cool ou pas, et c'est une bataille très complexe. Pour moi, l'imaginaire, c'est un peu la signification que l'on donne à ce qu'on vit ou à ce qu'on voit, ou à des mots. Sur la question du développement durable, on a tous tendance à l'oublier, mais le développement durable est né d'une critique du développement traditionnel, croissance, etc., et dans laquelle il y avait quand même la participation des citoyens dans les projets de développement. Et au départ, dans les années 80-90, on ne disait pas développement durable, on disait développement durable et participatif. Et à un moment donné, le mot participatif, on a arrêté d'en entendre parler. En revanche, c'est devenu beaucoup plus participatif qu'écolo. Okay? Et ça, il y a des centaines d'études qui le montrent. Et là, ce qui me dérange moi, avec le développement durable, là je te rejoins, c'est que on parle de développement durable et on se dit, si on informe la population, parce que c'est le postulat de base, ils vont comprendre que changement climatique égale catastrophe en 2050, donc il faut changer de mode de vie. Entre recevoir une information et changer de mode de vie, il y a une bonne dizaine d'étapes qui peuvent tous s'arrêter à n'importe quel moment avec des retours en arrière, etc. Donc ça, c'est mon premier point sur le développement durable. Moi aussi, je ne crois pas trop. Ni même plus en termes de termes. D'ailleurs, quand on regarde dans les documents officiels depuis 5 ans environ, on voit beaucoup plus transition émerger que développement durable rester. Okay? Ensuite, sur la question du changement climatique, là, on rentre vraiment dans l'imaginaire, mais combien d'entre nous avons vu ou lu un texte, que ce soit de fiction ou de n'importe quoi, qui, en 2050, rend compte d'une société post-carbone dans laquelle il fait bon vivre? Les documentaires. Il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on reçoit sans arrêt dans la gueule, c'est des catastrophes. Et donc, en fait, dans notre imaginaire, toute la question de la transition vise à éviter une catastrophe, la fin de la démocratie, la perte de la biodiversité, etc., etc. Et en échange de quoi, on a quoi? Ben voilà. On ne sait pas encore. Donc, comment voulez-vous atteindre un objectif si on ne sait pas où aller? Moi, c'est la grande question que je me pose depuis quelques années sur ces questions, en fait.
Merci. Alors sur cette projection d'un imaginaire catastrophique qu'on nous propose souvent, il peut être intéressant aussi de se projeter avec un climat qui va évoluer fortement. Est-ce qu'il faut avoir des projections climatiques concrètes? Est-ce qu'on doit faire sentir aux gens ce qui est probable de se passer plus tard, à travers des films, des séries? Comment rendre concret le sujet climatique et le faire vraiment ressentir à des gens, notamment des gens qui ne le ressentent pas énormément au quotidien pour le moment? Valérie. C'est une grosse question en fait. Mais je trouve que juste, je vais y répondre, mais ce que tu viens de dire sur l'objectif, parce que tu interroges, c'est alors, quid de l'objectif en fait. Et moi je me demande, enfin après 15 ans aussi de recherche, etc., et ça va, je vais répondre ensuite. Je me dis, mais ça fait 15 ans qu'on lutte, et finalement, bon, il s'est passé des choses, mais pas grand-chose à la hauteur des enjeux. Et je finis par me demander si, est-ce que la quête, enfin la fin de la quête, c'est de plus en avoir. Puisqu'on est dans des récits, donc autant utiliser un vocabulaire de récit qui est le voyage du héros, Joseph Campbell, etc. Est-ce que finalement, la quête du Graal, c'est de plus en avoir? Et donc d'être le Graal et d'être ancré dans le moment présent et de se dire, ok les gars, on arrête tout. Et on va vraiment faire une plongée à l'intérieur et se dire, on va changer le point de vue, quoi. Et donc par rapport à ce que tu dis avant de finir sa quête du Graal, parce que c'est un changement de niveau de conscience en fait de dire ça, je pense que ça se fait en 2 étapes, que effectivement il faut utiliser la pédagogie des enjeux actuels pour finalement alpaguer le public dans les récits, c'est-à-dire que voilà, dans le voyage du héros, c'est l'appel à l'aventure. En gros, on est grave dans la merde et on part à l'aventure et voilà ce qui se passe, quoi. Et donc c'est génial parce que la réalité dépasse la fiction. Donc la 6e extinction, la crise climatique, les réfugiés, enfin la crise financière, enfin c'est la totale, quoi. Et donc là, on va se dire bon bah ok. Cool, il y a un enjeu, comment on va se sortir de cette histoire? Et donc du coup, voilà, on fait de la pédagogie par ce biais-là, mais le truc c'est qu'il faut s'en sortir, parce que le problème aujourd'hui des récits, et notamment chez les collapsologues, notamment dans notre écosystème, c'est que c'est des récits qui ne font que faire peur, qui ne font que dire ok, on va pas atteindre les objectifs, c'est la catastrophe, etc. Mais derrière, il n'y a pas de mise en mouvement, parce que d'abord on est que énormément dans le mental et qu'en fait on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, tout est possible, quoi. Et du coup l'idée c'est que je pense que une fois qu'on est dans l'info, on va descendre du mental au cœur et on va passer dans l'émotionnel, et on en parlait avec quelqu'un qui est dans le public. Et du coup l'émotion c'est la mise en mouvement, et c'est là où on est dans le pouvoir des récits. Et du coup, l'émotion, c'est effectivement comment on va finalement aller vers ce moteur qui est celui qui nous fait tous bouger et qui est hyper punk, c'est l'amour. Je te laisse entièrement. Maintenant, j'ai envie de rebondir sur ça. Alors que je voulais donner un exemple de réponse à ta question. Donc, en 2020, Canal+ a lancé un appel à court-métrage qui s'appelait On s'adapte. Et l'idée, c'était de proposer des courts-métrages qui, à la fois, montrent des personnes qui, en 2030, 2040, 2050, se sont adaptées tous les dérèglements climatiques, mais qui soient aussi souhaitables et désirables. Et du coup, ils fournissaient plein de ressources pour se dire, voilà à quoi le monde va ressembler à ce moment-là. Et du coup, on a, avec donc Calista Film et Pixetic, on a lancé une résidence d'écriture pour faire émerger pour aider les gens à faire émerger des pitchs qu'ils pourraient proposer ensuite à On s'adapte. Et du coup, donc c'était trop bien parce qu'on était dans l'expérimentation de ok, c'est quoi les freins pour écrire ces fameux nouveaux récits qui seraient donc des récits qui à la fois sont crédibles par rapport aux enjeux qu'on va vivre dans les années futures, mais qui quand même, en fait, qui donne envie d'y aller, quoi, qui offre une vision qui manque cruellement aujourd'hui, alternative à tous les récits catastrophiques qu'on a. Et en fait, ça a été super difficile sur 2 points. À la fois sur la question du comment, donc la structure du récit, parce qu'en effet, comme tu dis, on a, encore plus en court-métrage qui est très court, en fait, on construit nos récits sur plein de valeurs partagées qu'on partage ensemble. Et du coup, par exemple, si mon personnage va
porte tel type de vêtements, ok, bah, moi je sais parce qu'on est tous les deux dans la société française, on a le même référent, je sais que ça va vouloir dire ça du personnage et j'ai pas besoin de l'expliciter pendant un million d'années dans les dialogues. Et du coup, en fait, on raconte tous nos récits, on se balance sur toutes ces valeurs partagées et du coup, changer un peu le système et les récits, ça implique de démolir tout ce système de valeurs qu'on a mis en œuvre. Donc en fait, c'est super compliqué d'inventer tout d'un coup un nouveau monde parce qu'en fait, il faudrait tout réexpliquer. Et qu'en fait, on va pas voir un film pour se faire expliquer alors voilà, le monde de demain, il sera comme ça, et comme ça, et comme ça serait un peu ennuyeux. Et du coup, donc, il y a vraiment la complexité du comment, sans parler de est-ce qu'on garde cette structure du héros, etc. Voilà. Et il y a après la question de qu'est-ce qu'on raconte dedans. Et là, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, on est tous à des niveaux différents d'information et aussi sur la courbe de l'éveil, et du deuil, etc. Et du coup, alors il y a des gens qui ont besoin de tout déconstruire d'abord, parce qu'ils sont dans cette période-là, et du coup, ils vont dire, bah non, mais moi, en fait, j'ai pas envie d'inventer quelque chose de nouveau, là, j'ai déjà besoin de dénoncer toutes les choses qui me vont pas dans ce monde-là, quoi. Et du coup, de raconter un personnage qui va tout déconstruire autour de lui. Ensuite, on se retrouve, bah ouais, mais alors, ok, mais en fait, faut de l'info quand même, parce que moi, je sais pas qu'est-ce que je peux proposer, en fait, comme nouvelle vision. Et en fait, les scénaristes, on a tous la même problématique, c'est qu'on sait pas quelle est vision, donc en fait, ça demande de s'informer personnellement, d'aller trouver des sujets qui nous intéressent. Et c'est vrai qu'on retournait, ce que je lisais en 2020, c'était surtout des histoires de personnes qui transitionnent personnellement avec des petits gestes, etc. Ou des personnes qui vont dans des éco-hameaux et qui découvrent la vie en collectivité, etc. Et du coup, on restait sur deux types d'imaginaires qui existent déjà, finalement, qui sont les plus connus, j'ai l'impression, en fait, comme type de solution qu'on propose. Voilà, donc comment est-ce qu'on dépasse ça pour proposer une nouvelle vision et vraiment être dans l'invention, quoi. Je vais plutôt rebondir sur vos deux points plutôt que sur la question, mais ça va y répondre quand même. On est très indisciplinés, évidemment. Ouais, non, mais ça, il faut l'avertir, il va faire le contrôle bientôt. Mais, premier point, je pense, qui est important de comprendre, c'est la question de la place de l'information dans notre quotidien. Combien d'entre nous savons utiliser le lave-vaisselle? OK. Est-ce qu'on est capable de le réparer? Non. OK. La place de l'information sur justement le changement climatique, sur l'énergie, etc. On est très bien informés. Combien d'entre nous dans la salle sont végétariens? On est probablement 10 fois plus élevé dans la salle que dans la moyenne de la population française. Bon, OK. Le médecin nous dit de manger moins de viande, est-ce qu'on fait? Combien d'entre nous, on va prendre des résolutions basées sur des super bonnes informations et des données sanitaires au début janvier, et 80% d'entre nous auront abandonné ces résolutions à la fin janvier, et il n'y a plus personne dans la fin du mois de février. Bon. Alors, le problème, c'est pas que la place de l'information, c'est que si, pour moi, c'est que oui, l'information a un rôle à jouer. S'il n'y avait pas aucune information, s'il n'y avait pas les rapports du GIEC qui sortiraient, on n'aurait aucune idée du changement climatique. Mais au-delà de ça, quel est le processus de transformation dans ces données scientifiques en changement de comportement, de pratique, de valeur? Il y a tout un cheminement à faire. C'est pas parce qu'on dit que la voiture émet des gaz à effet de serre et que ça contribue au changement climatique que le lendemain on fait des politiques du public pour contraindre la voiture. Il y a quand même 150 ans ou 125 ans derrière de développement urbain pour la voiture. Donc il y a quand même des contraintes infrastructurelles. Mais dans l'imaginaire, ça va plus loin que ça. C'est que je me souviens, on avait une discussion il y a très longtemps avec un de mes étudiants à Sciences Po, et on parlait justement de la place des énergies fossiles dans l'imaginaire. Et bon, c'était des étudiants très militants, similaires climat-énergie, donc j'ai la crème de la crème des écolos de Sciences Po Grenoble. Et il y en a un qui se lève et il dit, bon, il y a quand même un problème avec tout ça, c'est qu'en fait, demain soir, j'ai un premier rendez-vous avec une fille. Romantique, probablement, j'espère bien en tout cas. S'il pleut et que j'arrive en vélo, c'est pas la même chose que si j'arrive en voiture. Je dis donc, la voiture a une place dans les stratégies de drague. Je dis ouais. Et donc là, on arrive justement dans l'imaginaire pour moi. C'est quelle est la place et le statut, la fonction, en fait, d'un véhicule, d'un objet, et quelle est la place qu'on lui donne. Vous donnez un marteau à un enfant et il découvre que le monde au complet mérite d'être tapé. Ben non, pas tout à fait, il faut un clou quand même. Hein? Donc, pour moi, toute la question de l'imaginaire, elle est là. On commence à avoir un imaginaire très sombre sur l'avenir. Comment on le remplace? Par autre chose.
Et c'est ça qui est compliqué parce que sociologiquement, et là je vous parle d'enquête à grande échelle, j'en ai fait plus de 35 projets de recherche en sociologie du climat et de l'énergie, c'est qu'il y a une diversité au sein des populations. On peut, grosso modo, diviser la population. C'est plus que ça, mais si on fait une restriction, il y a 3 groupes. Les résistants, contestataires, qui, eux, sont pas contents parce qu'ils sentent que ça change et qu'on leur demande de se serrer la ceinture. C'est du foutage de gueule, c'est la faute des industriels et des Chinois. Ce sont des citations. Et qui, en fait, en 2050, si on réussit même en partie la transition, ne seront pas heureux d'y être du tout. Okay? Ensuite, il y a les moteurs. Je vous classerai probablement dans cette catégorie. Des gens qui ont envie de bouger, qui ont envie de changer les choses, qui, au contraire, trouvent ça plutôt drôle d'innover. Donc, c'est une attitude mentale un peu face à quelque chose de nouveau. Et j'y reviens. Et ensuite, troisième groupe de la population, qui est probablement plus nombreux, à peu près 60%, on a des variables. C'est-à-dire que dans certaines phases de nos vies, on va faire certaines choses, et dans une autre phase, on va plutôt se concentrer sur un autre secteur. Juste par un exemple, vous avez une famille hyper écolo qui a un enfant, pas de voiture, pas de permis de conduire, ça continue, le deuxième enfant arrive, et là, 6 mois plus tard, c'est une voiture, 2 permis. Ah bon, ils se sentent mal, dissonance cognitive, culpabilité, ils sont hyper stratégiques dans leur manière d'utiliser les modes de mobilité, mais n'empêche que. Mais ce qui arrive aussi avec la venue des enfants, c'est que nous, en tant qu'adultes, on se met n'importe quoi dans la bouche parce que c'est pas grave au moins, mais un enfant, vous lui donnez que du bio. Et donc, on se retrouve avec l'arrivée d'un enfant avec, d'une part, une augmentation de la consommation de bio, de bouffe bio, locale, saine pour la santé et tout, et de l'autre côté, avec un mode de mobilité qui est moins bon. Et si on ne prend pas ça en compte, cette diversité au sein de la population, les imaginaires ne trouveront pas récepteurs, parce qu'en fait, il y a déjà d'emblée une diversité. Dernier point là-dessus, c'est super important de comprendre. Il y a presque un défaut psychologique, et je fais partie de ce défaut psychologique quand je me mets là-dedans, chez les 20% d'innovants. Nous, on aime quand ça bouge. Quand on est obligé de se regarder soi-même et de se mettre des petits défis et d'avancer, de dire « Ah non, là, j'aurais pu faire mieux, attention, tata. » Et si je mets la bouilloire électrique en feu avant de le mettre dans le chaudron qui bout avec du gaz, est-ce que mon équilibre carbone est meilleur? OK? Ça, mais pour nous, c'est pas angoissant, c'est amusant. Pour environ 60% de la population, c'est pas fun, et pour 20%, c'est carrément angoissant. Donc, changer, l'impératif de changer, donc changement climatique, transition, adaptation, ça fait flipper. Et donc là, je reviens à la première question sur le vocabulaire. Trouver un vocabulaire qui ne fait pas flipper trop de gens, c'est déjà une première étape vers la construction de l'imaginaire qui va être plus attirant pour une plus grande partie de la population. Merci. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels ingrédients on met dans des récits impactants et peut-être quels sont... Vous pouvez donner un exemple de récit impactant tous les trois et peut-être expliquer pourquoi ce récit-là est impactant ou a un pouvoir impactant. Alors, je vais commencer. Non, je pense qu'il est quand même temps qu'on définisse ce que c'est que les nouveaux récits, en fait, parce que moi, en plus d'être auteure-réalisatrice, en fait, donc j'ai rédigé un rapport pour l'ADEME, pour l'Agence de la transition écologique, que j'ai là. Quel storytelling, donc, des enjeux actuels dans la télé et le cinéma. Et donc, j'ai cofondé avec le festival Atmosphère, qui est un festival de cinéma engagé, je ne sais pas si vous le connaissez, un collectif de scénaristes pour justement faire tout un accompagnement autour des nouveaux récits. Alors, nous, et encore une fois, c'est notre définition, il y a finalement autant de nouveaux récits qu'il y a de créateurs, j'ai l'impression. On est parti du principe que quelque part, on voulait faire le deuil de sauver le monde. On voulait faire le deuil des « il faut que », il y a qu'à. Pour nous, finalement, on s'est rendu compte qu'imposer des recettes toutes faites, comme ce que je faisais il y a 5 ans dans l'Objectif 2050, où justement, c'était un vrai manuel de transition, un vrai programme politique, l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, l'autonomie des territoires, etc. Bon, en fait, voilà, c'était pas finalement la solution. Nous, on s'est dit, en fait, dans les récits, il faut arrêter que l'écologie soit une fin en soi, il faut arrêter d'être dans l'énergie de la lutte. L'idée, c'est qu'on va continuer à écrire des histoires, on va raconter encore des polars, on va encore raconter des histoires d'amour, on va encore raconter des romans d'aventure,
Mais à l'intérieur, on va faire de la pédagogie clandestine. À l'intérieur, on va mettre des chevaux de Troie. Merde, enfin, j'en perds mon rapport. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, tiens, je suis allée interviewer des scénaristes, et du coup, déjà pour essayer de comprendre eux ce qu'ils savaient, de l'effondrement éventuel, de la société de 2050, de l'histoire des plus de degrés. Alors, il y avait plein de fausses croyances. Enfin, pour eux, ils avaient soit donc accès au nouveau récit par la collapsologie, soit par le côté bisounours. Enfin, en mode le yoga, la méditation, on fume la moquette et tout va bien se passer. Et les autres, et je me disais, waouh, il y a un monde entre les deux, personne ne se comprend, on va pas y arriver, quoi. Quant aux producteurs, évidemment, et aux diffuseurs, pareil. Et en plus, avec la phrase de « Ah, de toute façon, il n'y a pas de case, ça ne plaira pas, etc. » Donc, fausse croyance sur ça. Enfin, il n'y a pas de demande. Et en plus, ça rapportera pas de fric. Donc, on se dit « Waouh !» Alors, du coup, comment on va faire pour faire un récit à impact populaire ? Surtout, on va regarder Hollywood, parce qu'en fait, Hollywood, ils le font déjà, quoi. Hollywood, ils le font avec Star Wars depuis des années. Hollywood, ils le font avec Matrix. Finalement, le rapport du GIEC, c'est la pilule rouge. C'est le réveil. C'est-à-dire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on suit le lapin blanc comme dans Alice au Pays des Merveilles. L'idée, d'ailleurs, Alice au Pays des Merveilles, c'est du nouveau récit. En fait, l'idée, c'est pas forcément de raconter cette fameuse société post-carbone comme le fait le film Demain. L'idée, c'est vraiment d'induire un nouvel état de conscience, de nouveaux comportements, comme ce que disait Morgane, d'une manière cool et insidieuse, en fait. De faire en sorte que, en fait, ça va totalement de soi, de faire de la communication non violente, d'être dans l'empathie, d'être dans la coopération plutôt que dans la compétition, de pas être dans une société de l'extraction, mais enfin le jardinage plutôt que la récolte, quoi. Voilà, c'est induire d'une manière clandestine tous ces codes, exactement comme l'a fait l'industrie du tabac à l'époque. L'industrie du tabac a finalement utilisé le cinéma pour faire en sorte que fumer une cigarette c'est super glamour, c'est rentré dans les codes. Pourquoi on le fait pas, enfin, en tout cas Hollywood commence à faire avec l'industrie du cinéma. Alors, un récit à impact. Alors moi je suis fan de la Casa de Papel. Je sais pas qui a regardé la Casa de Papel dans la salle. Ah voilà. Mais ça m'étonne pas parce qu'il y a un lien, en fait, on est tous un peu des braqueurs finalement. Tous autant qu'on est. Dans le sens où, en tout cas, moi, je suis entrée totalement en empathie avec ces gens-là, parce qu'en fait, la Casa de Papel, c'est nous. C'est nous. Ces gens-là, ils sont éveillés, enfin, les protagonistes, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont, en fait, c'est clairement cette Espagne de l'époque des indignés. Il y a complètement les codes de Podemos. En plus, ils remettent en question le patriarcat. On est quand même dans une forme de leadership tournant. Donc, alors qu'à la base, le pitch, c'est pas du tout un truc autour du changement de société, insidieusement dans le scénario, ça montre plein de changements d'habitudes de classe. Et en plus, c'est hyper perturbant parce que ça brouille les frontières du bien et du mal, un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Évidemment, c'est clairement anti-système, mais c'est surtout ce qui est historique, c'est ce monologue entre le professeur et cette nana qui, à l'époque de la série, représente l'État et qui justifie son acte de produire de la monnaie en disant moi, en fait, je fais ni plus ni moins ce que fait la Banque Centrale Européenne. Enfin, c'est quand même une critique énorme, grand public et à grande échelle, des institutions, quoi. Je trouve ça absolument dingue. Et d'ailleurs, la nouvelle saison, je ne sais pas si vous l'avez vue, moi je l'ai dévorée. Pareil. Pas de spoil. Mais je vais juste dire un truc, mais sans spoiler. Il y a ce dialogue où le mec dit nous sommes les gars du quartier, nous sommes les féministes, nous sommes. Bref, il fait toute une liste de toutes les minorités actuelles. Et quand on l'écoute, on fait waouh! Enfin, on a vraiment envie de se mettre en mouvement. Moi, ça me parle à mes tripes et à mon cœur, quoi. Et c'est ça un nouveau récit, en fait. Pour moi, c'est un récit qui est à la hauteur des enjeux contemporains, qui raconte une époque et à l'issue de cette information qui donne envie de se dire allez, on y va, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec la Casa de Papel parce que partout où ils sont allés, ils ont récupéré d'ailleurs le masque de V pour Vendetta.
Et il a été, enfin, toute cette culture de la Casa de Papel, ça a été récupéré dans tel pays par des luttes féministes, dans tel autre pour, je sais pas, au Liban. Enfin, chaque fois qu'il y a eu des causes particulières, ils ont récupéré les codes. Et je me dis, tiens, ça c'est exactement un récit qui, en plus sur le terrain, pousse à la révolution, quoi. Et là, c'est carrément gagné. Alors qu'à la base, le discours officiel, c'est pas sur l'écologie ni quoi que ce soit, ni sur le changement de société. J'ai dit. Et je vais rebondir sur ta première réponse, parce que oui, je pense que ce qui est important donc, de montrer en cheval de Troie, on peut se dire, parce que par exemple, à la société donc Pixétique, on a fait du placement de produits à impact positif, donc c'était vraiment cette idée de cheval de Troie, c'est-à-dire on hack. Aujourd'hui, dans les récits, on voit tout le temps les mêmes placements de produits, donc c'est Coca-Cola, Apple, grosses voitures, enfin voilà, vraiment, on a l'impression, quand on regarde les films et les séries, qu'il y a 3 marques qui existent, quoi. Et j'étais en mode, mais en fait, c'est pas la vérité, enfin, c'est pas le cas dans la vraie vie. Il y a une diversité de marques de téléphones, il y a même des écolos, et il y a même des différentes boissons. Et en fait, enfin, il y a des gens qui sont végétariens, enfin, il y a toute une variété. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour changer l'industrie? Et à ce moment-là, comme l'industrie n'était pas forcément n'était pas prête à entendre il faut qu'on réfléchisse directement à nos histoires, etc. On s'est dit, bah voilà, on va faire le cheval de Troie du placement de produits, on va pousser du placement de produits, de produits plus divers et plus écologiques et éthiques. Et donc, je trouve qu'il y a cette façon-là, en fait, ça peut être très concret dans les solutions et ce qu'on voit, mais je trouve que le plus important, c'est vraiment de changer, finalement, pour la transition, pour changer qui on est déjà nous, et de parler d'amour, en fait, et de parler de joie, et les films pour répondre à ta question, les exemples de films que je trouve qui ont le plus d'impact, c'est des films comme Nausicaa, où en fait, c'est fou quand on le regarde, elle utilise la communication non violente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a vu Nausicaa? Ok. À un moment donné, elle est avec la méchante princesse, On comprend bien en fait que c'est bien plus complexe et qu'elle n'est pas si méchante que ça, et c'est ça qui est aussi chouette, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de vrai méchant manichéen, c'est toujours en fait, on comprend la complexité de pourquoi les gens sont comme ça, etc. Et là, il y a un danger qui les menace tous les 3, ils sont dans ce lac souterrain et les insectes vont venir les attraper. Et du coup, la réaction naturelle de la princesse, c'est de sortir son fusil et de menacer ce qu'elle considère comme ses ennemis, c'est-à-dire Nausicaa et ses amis. Et en fait, Nausicaa, au lieu de du coup prendre son pistolet à elle ou essayer de la désarmer, en fait, elle lui dit juste, mais tu réagis comme ça parce que tu as peur et que tu es en colère, mais en fait, je me mets à ta place, je compatis, je comprends d'où tu viens, etc., je t'écoute et je t'entends, mais en fait, là, prenons la distance, en fait, on est tous les 3 en danger, en fait, on va se sauver tous ensemble en trouvant une autre façon. Et voilà, et en fait, Nausicaa reste un récit qui, en fait, oui, raconte une quête avec un enjeu, avec une catastrophe, etc. Mais c'est ce que tu disais. C'est en fait parce qu'en fait, finalement, un récit, c'est l'histoire de personnages. Et en fait, je trouve que tout l'enjeu, c'est comment on raconte ces personnages-là, dans leur complexité, dans leur bienveillance. Et Sex Education, pour ça, je trouve que c'est incroyable. Les personnages, en fait, aucun personnage n'est profondément méchant. Enfin, il n'y a pas le méchant et le gentil, quoi. En fait, ils sont tous, les uns après les autres, confrontés à des propres problèmes intérieurs d'adolescence. Et en fait, chacun va... Et je trouve que c'est fou parce que leurs amis, leur famille, leurs proches vont leur dire mais en fait, attends, mets-toi à sa place, écoute-le, et surtout communique. Et c'est fou ce qu'ils communiquent. Ils communiquent tout le temps dans Sex Education, c'est impressionnant, quoi. Et pour moi, une des solutions aussi, pour notre monde, c'est d'apprendre à s'écouter et à communiquer et à se changer soi-même. Et du coup, je trouve que c'est là où aussi on a un super pouvoir avec les nouveaux récits. Alors, il y a en 2016-2017, au sein des différents ministères en France, on a commencé la discussion sur de sortir de facteur 4, donc divisé par environ 7, voire 4 des gaz à effet de serre, en se disant que de toute façon, Paris, ça vient d'arriver, mais que on va passer vite, donc on vise la neutralité carbone. Tous les projets et la stratégie et la loi de neutralité carbone pour 2050, non seulement en Europe, mais aux États-Unis, la Chine, le Canada, etc. La plupart des grands pays ont adopté cette neutralité carbone qui représente un défi 2 fois plus grand que le facteur 4 environ. On n'est pas loin de 2 fois. Donc, autrement dit, il faut faire beaucoup plus vite, beaucoup plus en moins de temps. Et donc, dans ces discussions, on parle de mesures. Et donc, j'ai participé à un projet de recherche dans lequel il fallait faire de la modélisation. C'est pas mon truc en tant que sociologue, mais il voulait aussi avoir un volet sociologique.
C'est-à-dire les ménages, les gens, comment ils vont vivre là-dedans, la transition et tout. Alors, j'ai passé littéralement des heures et des heures, des centaines d'heures peut-être, à développer une méthode qui permette de faire de la projection sociologique qui ne soit pas une œuvre de science-fiction, mais que ça soit basé sur quand même de la statistique et des données qu'on a, alors qu'on a beaucoup de trous dans les données en sociologie de la transition. Il y a des trucs qu'on n'a simplement pas investi en tant que chercheur. Donc là, comment on fait? Et ensuite, essayer de voir si ce qu'on peut apporter, nous, sociologues, à la connaissance, notamment sur tout ce qui est qualitatif, en termes de signification que l'on donne à des choses, plutôt que combien de gens se promènent tous les jours dans la rue, et pourquoi ils se promènent, et qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils se promènent. Alors, ce niveau qualitatif, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de l'intégrer dans les exercices classiques techno-économiques de modélisation et de prospective? Parfois oui, parfois non, des fois c'est compliqué, bon, pour le dire. Mais ensuite, il y avait un petit truc que je devais faire, qui m'a pris environ 10% de mon temps de travail, et c'était d'écrire 9 portraits de gens, de couples, en couple ou pas, avec des enfants ou pas, qui vivent dans différents milieux, en 2050, avec une transition neutre carbone aboutie. Ou en tout cas, on y est arrivé. C'est à peu près le seul truc dont on parle, en fait, dans le rapport, c'est le 10% que j'ai fait. Le restant du boulot est en train d'être valorisé auprès de l'ADEME sur un autre truc, mais... Et pourquoi c'est ça que parler le plus? C'est parce que c'était des histoires. Parce que c'était des histoires de gens et que j'avais mis à l'intérieur de ces petites histoires, c'est une page seulement, hein, c'est pas très long, mais des citations réelles que j'avais en fait captées dans mes différents projets de recherche. Et ça parlait. Et ça peut parler sans barrière disciplinaire. Quelle que soit votre discipline et quel que soit votre niveau de scolarité, vous pouvez lire l'histoire et la comprendre. Comprendre comment les gens vivent le truc. Et ça a beaucoup plus d'effet, je pense, que si je vous dis que 82% de la population française est blablabla. Oui, OK, et so what? OK. Deuxième point, là, moi, je n'ai qu'un mot à dire. Je suis un religieux de Dune. Vous voulez comprendre c'est quoi l'écologie politique, vous voulez comprendre les relations entre l'environnement, la religion, l'économie, la politique et tout ce que vous voulez avec et la techno, lisez Dune. Il n'y a aucun autre bouquin que vous devez lire à part celui-là si vous voulez comprendre ces éléments. Je ne vous parle pas du livre, il était bien, mais ça n'a pas la profondeur. Le film, excusez-moi. Yes, on va faire un dernier tour de table rapide en 4-5 minutes. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus efficace du coup pour infuser les nouveaux récits? Est-ce qu'il faut infiltrer Hollywood? Est-ce qu'il faut proposer d'autres choses à côté, quitte à ne pas avoir un auditoire énorme au départ? Voilà, quelle est selon vous, si des personnes dans la salle veulent se lancer sur le sujet des nouveaux récits, qu'est-ce qui aurait le plus d'impact à court terme selon vous? Je commence cette fois-ci, mais vous allez pouvoir peut-être rebondir. Vas-y. Ça me dérange pas. En fait, je suis en train de bosser sur un truc que je trouve intriguant. Je ne suis pas sûr d'y croire complètement encore. Je suis en train de bosser avec des gens qui bossent dans la pub. On essaie de démonter, donc, déconstruire les stéréotypes qui sont dans la pub, non seulement les stéréotypes de gens sur lesquels beaucoup de gens ont déjà bossé, mais les stéréotypes aussi dits industrialistes ou écologistes. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours une seule personne dans une bagnole? Pourquoi est-ce que le barbecue a toujours de la viande dedans? Pourquoi est-ce que... etc., etc. Et justement, c'est pour revenir à ta pédagogie insidieuse, c'est... Tant qu'on vend une voiture, c'est pas la voiture qu'on vend, c'est le rêve qui vient avec. Et donc, comment tenter que ce rêve qu'on l'on vend avec l'objet en question ne contribue pas à la société dans laquelle on est, mais contribue à la société dans laquelle on veut, vers laquelle on veut aller. Et c'est un gros travail sur l'inconscient, en fait, parce que les stéréotypes, on les utilise tous de manière automatique, sans vraiment les savoir. Donc, il y a un gros processus de déconstruction à faire, de mise sur, OK, ça, quand on fait ça, ça veut dire ça. Ah tiens, j'avais pas marqué ça et ça. Et chacun de nous, on a des sensibilités un peu différentes. Et donc, comment est-ce que la pub peut peut-être travailler de manière différente? Ce que je dis, c'est pas très radical. Je dis pas c'est la barre de la pub et qu'il faut finir avec la pub. Je dis que les pubs vont encore l'avoir, mais pourquoi pas la changer? Et là, effectivement, parce que le pouvoir de la pub, ce que les rapports du GIEC n'ont pas, c'est le pouvoir sur l'imaginaire. Parce que le rapport du GIEC n'a pas de pouvoir sur l'imaginaire, c'est de la donnée scientifique. En fait, moi, l'important, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi on fait ça? Et moi, j'ai plutôt envie de me dire... je crois qu'on est hors sol, en fait. Et je crois que c'est tout le problème. C'est qu'on
on n'est plus des êtres naturels. Et pour moi, tout l'enjeu d'un nouveau récit, c'est de redevenir des êtres naturels, c'est de nous réapprendre à penser, à penser comme le vivant, la fameuse pensée systémique ou la pensée complexe. Parce qu'en fait, si on redevenait un arbre, on était un chat, on se poserait aucune question de visualiser un futur souhaitable, de qu'est-ce qu'on va faire demain. On est, et il n'y a rien à faire en fait, il y a juste à être, quoi. Et c'est juste qu'on a perdu la sagesse d'être des êtres naturels. Et donc c'est pour ça que finalement, pour moi, se réapproprier sa propre histoire, c'est se réapproprier notre destin collectif. Et du coup, s'il y avait des récits à faire, qu'ils soient à Hollywood, qu'ils soient sur YouTube, ou qu'ils soient même dans un amphi avec un prof, c'est en permanence d'inviter chacun à prendre le stylo, en fait. De se dire, mais moi, comment je me réapproprie ma propre histoire pour engendrer mon époque, en fait, collectivement. Et donc, du coup, voilà, la priorité, et ça, je le dis aux scénaristes avec qui je travaille, c'est vous, d'ailleurs, comment vous allez à l'essentiel de l'histoire, comment vous connectez avec votre intériorité, mais il n'y a pas que les scénaristes qui écrivent des histoires. On l'écrit tous ensemble, puisque c'est de notre destin commun dont il est question. Donc du coup, voilà, pour moi, tous les récits, quels qu'ils soient, c'est comment vous vous réappropriez votre propre histoire avec votre véritable intériorité, comment vous allez vers votre essentiel pour vous connecter aux essentiels des autres. Et pour qu'ensemble, on redevienne... on reconstruise une forme de permaculture humaine et une vraie symbiose, en fait. Voilà, je pense, ce qui est souhaitable. Oui, et du coup, j'ajoute juste parce que je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, chacun à notre échelle, donc on a le pouvoir d'écrire notre propre récit. Et du coup, je pense que pour ça, il n'y a pas de... En fait, il faut plus se demander, moi, là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, sinon, on se disperse. Quand on pourrait faire 1 million de choses. Il faut toucher les diffuseurs, les producteurs. Il faut faire et de la sensibilisation, parce que je lis encore dans des scénarios qui, là, vont sortir au cinéma ou à la télé, que le réchauffement climatique, c'est les filles en maillot de bain autour de la piscine. Enfin, voilà. Donc, il y a la base de l'information de parler presque du climat à tout le monde pour comprendre que c'est pas ça. Plus, il faut créer des solutions qui, après, vont donner... que les gens vont voir, qui vont mettre dans leur scénario. Enfin, il faut agir partout, en fait. Donc, juste, en quoi on est bon, nous? Où est-ce qu'on est là aujourd'hui? Quelles sont les ressources qu'on a? Et en fait, on fait notre... là où on est, quoi. Voilà. C'est ça. Un bon récit, c'est un récit qui invite le téléspectateur et celui qui le reçoit à se connecter à sa propre puissance. C'est ça, un bon récit. Merci, super intéressant. On va passer aux questions du public. Ah, ça réagit vite tout là-bas. On peut passer un micro? Sans micro. Oui, tout à l'heure vous avez demandé si on connaissait des récits positifs sur une transition écologique, et tout de suite j'ai pensé personnellement à un roman qui s'appelle Ecotopia, et pour moi c'est quelque chose que je connais depuis pas loin de 30 ans ce roman, et j'ai l'impression que très peu de gens connaissent. Alors je voudrais poser une question: qui connaît le roman Ecotopia? D'accord, il y a tout de même des gens qui connaissent. Et je voulais tout de même en parler quelques secondes si ça ne vous dérange pas. C'est un roman qui présente, comme son nom l'indique, une utopie écologiste dans Californie Nord, Oregon et Washington State, et qui a été écrite dans les années 70. Et ce qui est vraiment étonnant, alors elle est peu connue en France parce qu'il y a eu une édition dans les années 70 et une réédition il y a juste 2 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup des idées qui sont dedans sont encore totalement à jour. Que ce soit d'un point de vue écologiste, des relations à la nature, des relations à l'énergie, mais aussi encore plus de choses sociales, de structures familiales, même de buts de la vie. Et c'est un roman qui est vraiment, pour moi, très important. Quand je l'ai découvert aux États-Unis, j'avais été très étonné quand j'ai découvert qu'en France, personne ne le connaissait. Et il y a beaucoup d'idées qui, à mon avis, complètement, et c'est pour ça que je le lance, pourraient servir de base à des scénarios. Alors, il a une raison pour laquelle il n'est pas génial d'une certaine manière, c'est qu'il ne se passe rien. C'est pour ça que c'est pas connu. C'est une description. C'est quelqu'un qui voyage, c'est un carnet de voyage de quelqu'un qui vient de l'Amérique industrielle, qui traverse l'île Nord. C'est juste des carnets de voyage. C'est pas passionnant, mais en même temps c'est lumineux. Et voilà, donc il n'y a pas d'intrigue. Mais la question, justement. Il va falloir venir au cours sur le storytelling. Normalement, il faut un rebondissement toutes les 3 minutes.
Mais en même temps, je crois qu'il y a un autre roman du même auteur qui n'a pas été traduit, qui est sur l'origine des copies, où il reconstruit un préquel et il raconte comment on est arrivé avec Utopia. Et là, il y a beaucoup plus d'action, parce que je crois qu'il y a une crise nucléaire, il y a plein de choses. Mais il n'a pas été traduit en français. Moi, voilà. Et je pense que c'est vraiment. Enfin, j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un fasse quelque chose sur Utopia. Voilà. Des réactions. Il y a peut-être une question à ta demande. Télécharger le PDF. Merci. Merci beaucoup. Une autre question. Moi, je voulais aussi parler d'Ecotopia, en fait. Bon, c'est pas tout à fait vrai qu'il se passe rien. Moi, je trouve ça très riche d'un point de vue sentimental, etc. Donc, en fait, je voulais aussi parler du lien avec la conférence précédente de Christian Depertuis, qui nous a, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a parlé d'économie, donc il a parlé du problème du changement climatique, de la transition énergétique, et puis surtout des problèmes d'équité. Donc il a beaucoup, visiblement c'est ce qui le préoccupe, c'est comment ça va se passer d'un point de vue social, au niveau de l'emploi, qui va être perdant, comment on va redistribuer, etc. Et ce qui m'a marqué, en fait, dans vos trois interventions, c'est que cet aspect politique, là, on dirait qu'il n'existait pas. En fait, comme si c'était apolitique, votre discours. Alors que dans Ecotopia, justement, c'est totalement de la politique, en fait, à tous les niveaux. Donc il me semble que le mot imaginaire, on devrait aussi pouvoir le prendre en termes d'imaginaire politique. Ouh là là, ça me colle. Je comprends ce que vous voulez dire, mais en ce qui me concerne, il n'y a pas plus politique que ce qu'on fait. Mais politique au sens grec du terme, en fait. C'est ultra citoyen. Dans ce que disait Morgane, quand elle cite Nausicaa, il n'y a pas plus politique que Nausicaa. D'ailleurs, quand elle parle d'intériorité, quand j'en parle aussi, c'est ultra citoyen de travailler sur l'intériorité. Je me suis d'ailleurs formée en intériorité citoyenne. Ce que je trouve de dingue, on a beaucoup parlé d'amour, il n'y a rien de plus politique que l'amour. Mais ça dépend ce que vous entendez par politique. Est-ce que parler politique, c'est à nouveau, c'est parler de l'économie? Qu'est-ce que vous entendez par la politique en fait? Parce que tout est politique. Comment dire, on a évoqué une forme d'interdisciplinarité, on a évoqué tous les sujets, l'importance d'évoquer les sujets dans la pédagogie du discours, mais de le faire de manière clandestine. Tout ce qu'on a dit, c'était politique, à part que justement, c'est de la politique clandestine. Donc, vous voulez parler politique de quelle manière? Parce que je suis pas sûre de vous avoir compris, en fait. Non, évidemment, tout est politique, mais l'amour aussi, mais c'est le lien qu'il y a entre l'individuel et le social, en fait. Et dans vos discours, vous avez très peu parlé de ce lien-là. Vous avez donné des perspectives individuelles, sauf quand il y a eu la relation entre les projections du gouvernement et puis des histoires individuelles. Là, il y avait un lien politique, mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de lien entre la façon dont on le vit individuellement et ce qui va se passer dans la société. C'est très intéressant parce que justement, en fait, dans Sex Education notamment, en fait, cette réflexion sur son intériorité est le départ de plein de débats politiques. Et dans la 3e saison, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle directrice qui arrive et qui décide. Il y a une nouvelle directrice qui arrive et qui pose des questions politiques sur vers où on veut aller collectivement comme école. Alors, je n'en dirai pas plus. Et du coup, il y a plein de réactions parce que chaque élève a. En fait, et ça oblige les élèves à se réveiller, quoi. Et du coup, en fait, c'est très politique. On n'en a pas parlé parce que je pense on a envie de revenir à cette idée d'abord de. En fait, commençons par notre intériorité parce que c'est par là qu'on devient citoyen, en effet, et qu'on s'engage, en fait. Oui. Juste un retour aussi là-dessus, quand même, pour moi. Oui, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé et pas suffisamment explicitement. C'est une première chose. Deuxième chose, je ressens sur les questions d'imaginaire la même chose qu'on a vécu avec toutes les questions de transition énergétique, c'est qu'on en a parlé sans trop prendre en compte les questions de ce qui finalement s'est développé comme étant des gilets jaunes, etc., etc. Donc toutes les questions de priorité, de précarité, etc. Ce qui est important de comprendre avec le changement climatique, c'est que, en fait, ce sont les plus précaires et les plus pauvres qui vont le plus morfler et qui contribuent le moins.
Et ça ne changera pas. Ce qui veut dire pour moi qu'en termes d'imaginaire, il va falloir s'attaquer à cette question spécifiquement sur les différents imaginaires, mais encore plus important pour moi, je pense, les réactions à 2 ou 3 imaginaires majeurs qui vont peut-être émerger sur la société post-carbone, neutre en carbone, et comment les groupes sociaux, catégories sociales, précarité. Quand je parle de catégories, je ne parle pas juste verticale, riche, moyen, je parle aussi des autres types de catégories, que ce soit professionnel, nos disciplines différentes, on a des enfants ou pas, tout ça. On va réagir de manière différente face à ces imaginaires. Mais là, il n'y a aucun moyen d'aller analyser ça sociologiquement parlant. Pourquoi? Parce que les imaginaires ne sont pas assez encore connus pour être capables de le faire à grande échelle. Il y a un autre. Ouais. Excusez-moi, je me permets de vous couper parce que pour vraiment qu'on prenne les 2 dernières questions avant d'arrêter la table ronde. Donc je vous laisse là-bas, vous avez le micro. Oui, du coup, bonjour. La question porte sur le parti pris que vous avez exposé au début, de miser sur la désirabilité. Et ce que vous faites sur la pub est hyper intéressant, et sur le placement de produits, qui a réussi avec des mini-récits de 30 secondes à créer de mini-histoires désirables. Mais l'inverse, c'est-à-dire l'angoisse, faire peur, a aussi fait l'objet de récits qui ont eu un impact. Il y a certains films comme Soylent Green et Planète des singes qui ont des fins extrêmement noires. Il y a toutes les fables, des fables de La Fontaine aux autres, où ce sont des leçons de morale qui généralement se finissent mal, que ce soit pour le corbeau ou le lièvre. Et dans la publicité aussi, il y a certains cas où on va utiliser un protagoniste à qui il arrive une tuile qu'il aurait pu éviter s'il avait utilisé le produit. Donc, de votre expérience et de votre appréciation, entre aller vers le désir et aller vers la peur, faire un récit apocalyptique ou faire le portrait d'un futur désirable, est-ce que vous avez déterminé que le désir était plus puissant que la peur pour créer l'émotion et éventuellement le changement, ou alors est-ce que c'est un parti pris, un choix initial sur le que vous n'avez pas questionné initialement? Enfin, vous avez pas questionné. Eh ben, je peux répondre comme ça, je vais donner une réponse politique. Vous prenez l'élection qui a opposé Sarkozy à Ségolène Royal, Désir d'avenir. Pour Ségolène, donc Ségolène incarnait le désir, et Sarkozy incarnait, je me souviens plus de son slogan, travailler plus pour gagner plus, non, c'était quoi déjà? Enfin bref, il y avait, c'était quoi son slogan de l'époque? Enfin, c'était un des slogans, mais c'était pas celui-là. Bref, son slogan et son univers incarnaient beaucoup plus la peur. Et donc, c'était l'équilibre, en fait. Tout comme on a besoin du yin et du yang, de l'ombre et de la lumière, je pense pas qu'il faille l'un plus que l'autre. On a besoin de la peur. Mais moi, je pense que c'est juste qu'il faut privilégier le désir. Parce que c'est le désir et c'est ce qui nous met en mouvement. C'est juste ça. Et donc, cette fameuse phrase de Satish Kumar, qui est un chantre de l'écologie profonde, qui dit, voilà, il vaut mieux allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité. C'est ça, en fait, ce qu'on veut faire. C'est vraiment mettre la lumière, ce vers quoi on veut aller, tout en partant d'une situation où on est, encore une fois, je le rappelle, dans la merde. Juste un commentaire bref là-dessus. Si vous faites peur aux gens et que vous ne leur donnez pas des solutions pour sortir du piège, vous avez du déni, vous avez des résistances et vous avez exactement l'effet opposé à ce que vous voulez. Donc, un peu de peur, oui, mais avec des solutions et le désir. La dernière question pour Morgane, du coup, ça vous aurait fait un dernier tour. Ça marche. Merci. Merci beaucoup pour vos exposés très éclairants. Je vais avoir une question qui va porter sur l'anxiété et le deuil dans le contexte de faites ce que vous pouvez là où vous êtes. J'ai une formation d'ingénieur, j'ai aussi une formation de chef de chœur, et donc je me posais, j'ai eu comme idée de demander à des compositeurs de faire des pièces chorales, dans la mesure où il y a à peu près 2 millions de choristes en France, pour qui puissent être reprises librement par d'autres chœurs. Et faire en une pièce de 3 minutes l'exposé d'une vie idéale, ça m'est paru un peu court, comme vous l'avez mentionné. Et par ailleurs, il se trouve que je suis coach aussi et que les émotions ont un intérêt, et notamment le deuil, si on ne le vit pas, on risque de rester dans le déni. Et si on le vit, on peut passer à autre chose. Et l'anxiété ou l'éco-anxiété peut nous paralyser, comme si on l'écoute, et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir comme moteur dans la salle, peut nous aider à nous préparer en fait à quelque chose qui va arriver. Et je me posais la question du coup de pièces vocales qui
raconterait le vécu de deuil et d'éco-anxiété de personnes comme vous et moi, du fait du climat et des autres problèmes qu'on va avoir. Ma question est, est-ce que ça vous paraît, j'allais dire, pertinent de faire une espèce de catharsis, c'est-à-dire d'exprimer par la musique ce que des personnes peuvent vivre éventuellement de façon isolée, et donc de l'accepter et de passer aux étapes suivantes? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que vous auriez des recommandations à faire par rapport à ça? Fin de la question. Morgane, on a juste le temps peut-être pour une réponse. Oui, une phrase. Je sais juste que j'ai plein de gens autour de moi qui ont besoin d'exprimer cette éco-anxiété. Donc si la musique leur parlera, certains ce sera des films. Et du coup, le plus d'initiatives il faut tester. De toute façon, on n'a pas les réponses non plus. Donc toutes les idées et les mouvements est bon à prendre. Super.